Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur le podcast. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Connie R. Bakri, qui est professeur de relations internationales à Saint-Pétersbourg. Votre principal domaine d'intérêt cependant est, vous êtes indonésienne. Donc, vous êtes une Indonésienne devenue professeure à Saint-Pétersbourg. L'Université d'État de Saint-Pétersbourg, et ce n'est pas tout. Je suis devenu ambassadeur de la science et de l'éducation à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Donc, si vous me demandez pourquoi je me retrouve ici et ce que j'enseigne à l'USPB, en réalité, j'enseigne sur les questions raciales et davantage sur la politique, en fait. Et pourquoi j'ai fini à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg? C'est peut-être à cause de mon parcours. Et je suis en fait très axée sur les questions de sécurité. Vous savez, c'est pour ça que j'ai obtenu mon diplôme à l'IBC et à la FIAI, par exemple, puis à Chevening. Et ma spécialisation porte uniquement sur la sécurité. Oui, parce que, tu n'es pas un universitaire ordinaire comme moi. Tu es Connie R. Bakri. Tu as joué un rôle clé dans la structuration du secteur de la défense indonésien. Et bien sûr, comme nous le savons, l'Indonésie est devenue de plus en plus importante, non seulement en raison de sa population immense de 280 millions d'habitants, mais aussi parce que c'est une puissance maritime. Alors comment vois-tu cela? Je suppose, pourrais-tu d'abord dire quelques mots sur ton parcours, car c'est une journée assez particulière. D'accord, pour vous donner un peu de contexte, encore une fois, laissez-moi vous expliquer. Je viens d'Europe, je suis allé en Indonésie et j'ai fait mon doctorat en Israël. C'était en collaboration avec Tel Aviv, mais pas à l'université de Tel Aviv. Mon directeur de thèse était en fait conseiller du Premier ministre israélien. Donc j'ai posé des questions à ce sujet. C'est très intéressant parce que l'Indonésie et Israël n'ont pas de relations diplomatiques. Par conséquent, j'ai dû étudier dans une université en Angleterre. Ensuite, mon doyen, l'un des amiraux qui était très proche de la reine Élisabeth à l'époque, a soutenu mes recherches en Israël. À partir de mes recherches, j'ai examiné comment un pays comme Israël pouvait être très puissant malgré sa petite taille, alors que l'Indonésie, qui est 1000 fois plus grande, à mon avis, a une capacité militaire très faible. Voilà, et cela nous amène à votre question tout à l'heure. Oui, l'Indonésie est une puissance maritime. Quand on parle de construire une puissance maritime, c'est parce que nous avions autrefois une tradition maritime très forte, comme à l'époque de l'empire de Srivijaya. C'était un empire maritime millénaire. Ensuite, il y a eu l'empire Majapahit, qui a duré environ 100 ans. Nous avions donc autrefois ces grands empires, et même les systèmes et les capacités dans l'archipel pour créer tel système. Mais ensuite est venue l'ère coloniale. Et pendant cette période, tout a été détruit. Nous sommes revenus, vous savez, à rien, si je puis dire. C'est pourquoi, lorsque j'ai étudié en Indonésie, à l'Université d'Indonésie, je voulais vraiment rendre l'Indonésie plus forte. C'est pour cela que j'ai publié mon livre « Défendre l'Indonésie », dans lequel je décris la puissance maritime de l'Indonésie dans le futur, à quoi elle devrait ressembler, vous savez, comme construire des sous-marins tels que le LSPN. Nous devons peut-être construire 4 porte-avions. C'est mon rêve, raviver la puissance maritime de l'Indonésie. Voilà, c'est en fait le contexte. Vous dites que l'Indonésie est repartie de zéro à cause de l'ère coloniale. Maintenant, si l'on veut regarder un pays qui cherche à dépasser l'ère coloniale et à restaurer, disons, la place légitime de l'Asie, si l'on veut, c'est vraiment la Chine qui est en première ligne. Mais lorsque les Chinois ont annoncé leur route maritime de la soie, Xi Jinping ne l'a pas fait à Pékin. Il s'est rendu au Parlement indonésien en 2013. Cela ne semble donc pas être un hasard. Si l'on veut avoir la main sur cela, pas nécessairement le contrôle, mais établir un nouvel ordre post-hégémonique, alors il faut bien que l'Indonésie en fasse partie, n'est-ce pas?
You do need Indonesia there, don't you? Of course, because we control the. Bien sûr, car nous contrôlons un aspect très important des communications en Asie de l'Est. Si vous regardez la carte de l'Indonésie aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point le détroit de Malacca est puissant, car il relie le monde à tous les pays asiatiques, y compris, vous savez, en alimentant tout vers la Chine par l'ouest, en passant par l'ouest jusqu'à Malacca, puis en allant vers la Pérouse. C'est pourquoi la mer de Chine méridionale devient si stratégique. Ce n'est pas seulement à cause de la mer de Chine méridionale et de la revendication de la Chine concernant la ligne en 9 traits, ou peu importe comment vous l'appelez. Non, non, non. Il s'agit des communications maritimes. Parce que vous savez, de par mon parcours, j'ai toujours cru qu'en tant que réaliste, la pression entre les nations pouvait survenir pour 3 raisons. Et premièrement, les ressources. Deuxièmement, la manière d'accéder aux ressources, que ce soit par voie maritime ou aérienne. On peut aussi parler de l'espace aérien. Le troisième point, c'est la religion. L'Indonésie est très sensible à ce sujet. Si vous connaissez l'Indonésie, bien sûr, vous y êtes déjà allé. Vous savez que nous sommes très riches dans la région, pas seulement en ressources. Donc le conflit peut venir de n'importe où. Ainsi, si je peux avancer de l'empire maritime à l'ère Sukarno, en réalité, Sukarno était très puissant. À cette époque, Sukarno a essayé d'équilibrer le monde en créant le mouvement des non-alignés. Dans son discours très célèbre aux Nations Unies, il a insisté sur la nécessité de construire une capacité militaire très forte. À cette époque, l'Indonésie était reconnue comme ayant une armée très puissante dans l'hémisphère sud. Donc, si vous regardez sa stratégie, en réalité, lorsque nous avons récupéré la Papouasie, nous n'avons pas eu besoin de faire la guerre aux États-Unis. Car à l'époque, ça ne pouvait pas être dit à tout le monde. Combattre l'Indonésie, c'était comme affronter la plus grande puissance militaire de l'hémisphère sud. Donc, encore une fois, votre question sur la raison pour laquelle la Chine se rend à Jakarta tient à l'importance de nos communications partagées, au fait que nous sommes au cœur de l'Asie-Pacifique. Une partie de nous se trouve dans le Pacifique, une autre dans l'océan Indien. C'est peut-être pour cela que la Chine pense que la BRI et tous ses concepts doivent passer par l'Indonésie. Oui, je suis content que vous ayez mentionné le non-alignement, car c'est un élément clé de la sécurité indonésienne. Nous avions d'ailleurs plus d'estime pour cela en Europe autrefois. Le fait d'être une puissance neutre, non alignée, vous sortait de la compétition sécuritaire. Et c'est une source de sécurité. Être puissant, mais éviter d'être entraîné dans des systèmes de blocs. Comment voyez-vous l'adhésion de l'Indonésie aux BRICS, puisque vous avez rejoint plus tôt cette année? Et bien sûr, les BRICS ne sont pas une alliance. Ce n'est pas un groupe allié contre quelqu'un. Je veux dire, je rappelle toujours ce point. Si vous pensez que l'Inde et la Chine vont s'allier pour envahir l'Amérique, cela n'a aucun sens. Il s'agit donc de rechercher la sécurité avec les autres membres et non contre les non-membres. Mais comment voyez-vous le rôle de l'Indonésie maintenant, en entrant dans les BRICS, compte tenu de votre lien avec ces mouvements non alignés? En fait, pour rétablir la vérité, c'est moi qui n'ai cessé de pousser ma ministre des Affaires étrangères à l'époque, pas l'actuelle. Parce que Pak Jokowi est au pouvoir depuis 10 ans, et pendant ces 10 années, il semblait hésiter sur la question de savoir si nous devions rejoindre les BRICS ou non. La raison, c'est que notre ministre des Finances est très proche des États-Unis. Et notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, une femme, était peut-être très hésitante. Un jour, elle pouvait me parler de notre adhésion aux BRICS, mais la plupart de nos représentants. Donc je pense que je suis très heureux avec les BRICS. Pourquoi? La question est pourquoi j'utilise toujours BRIC et pourquoi je suis si heureux que l'Indonésie rejoigne les BRICS. Parce que je pense que les BRICS représentent la véritable, vous savez, explication réelle ou forme concrète du mouvement des non-alignés.
form of non-alignment movement. Because, we talk about non-alignment since... Parce que, vous savez, on parle de non-alignement depuis 1960, mais cela est resté principalement sur le papier, ou peut-être juste comme un moyen d'équilibrer les pouvoirs. Mais c'est souvent, je dirais, trop mou. Mais lorsque les BRICS ont été créés, et quand on parle de rejoindre les BRICS, je pense que c'est une étape très importante. L'une des raisons, c'est que je fais partie de la communauté des chercheurs sur les BRICS et les pays non alignés. Il y a des gens de la Sorbonne, même d'Angleterre, du Brésil, de partout. Je pense qu'il y a environ 55 pays qui soutiennent le mouvement des non-alignés, qui croient encore au mouvement des non-alignés. Donc ils sont en fait très heureux lorsqu'on parle des BRICS comme une nouvelle forme du mouvement des non-alignés. Nous l'appelons le nouveau mouvement des non-alignés. Je souligne toujours ce point, cette distinction importante, quand on considère les BRICS comme anti-hégémoniques. C'est très différent, par exemple, d'être anti-américain. Être anti-hégémonique signifie simplement que l'on souhaite un monde multipolaire et non une subordination totale à un seul pôle de pouvoir. Être anti-américain, c'est vouloir s'opposer à eux, mais je n'y crois pas vraiment non plus. Je veux dire, par exemple, tout le monde déteste Trump. D'accord. Je ne sais pas. Pour la première fois, je me présente à la présidence cette fois-ci. Je m'intéresse vraiment à lui. Dans mon pays, les gens me demandent pourquoi es-tu pro-Russie? Je veux dire, Poutine, c'est comme ça qu'on posait la question à l'époque. Et tu sais, c'est Trump. Et c'est comme empathique. J'ai dit non, 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 non. Cet homme, peu importe comment on l'appelle fou, il a réussi à conclure les accords d'Abraham. Et je le salue pour cela. Que ça fonctionne ou non, les accords d'Abraham restent les accords d'Abraham. Deuxièmement, je croyais à l'époque qu'il rencontrerait le président Poutine et qu'il lui parlerait. Et cela s'est produit au sommet d'Helsinki. Donc je suis très content de Trump. Et je ne pense pas qu'on doive détester les Américains à cause de ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Le monde ne peut pas être dirigé par un seul système unilatéral. Donc l'arrivée des BRICS est très positive pour équilibrer la croyance de certains, selon laquelle le monde est dirigé par une seule puissance. Eh bien, comme vous le dites, vous êtes professeur à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Et je trouve également intéressant que, bien sûr, au sein des BRICS, il y ait de nombreux membres, mais que la relation entre la Russie et l'Indonésie, beaucoup de gens n'associeraient pas forcément ces deux pays. Mais en juin, les présidents de l'Indonésie et de la Russie ont signé cet accord de partenariat stratégique. De plus, votre président a déclaré que la Russie était un partenaire stratégique, un partenaire clé dans la région Asie-Pacifique. Mais quelle est la nature de la relation entre les Russes et les Indonésiens? Je vous l'ai déjà dit, à l'époque de Sukarno, lorsqu'il a apporté la capacité ou la puissance militaire la plus puissante de l'Union soviétique, nous l'avons construite avec la Russie. Ceux qui nous ont fourni tous les avions de chasse, tous les sous-marins, tous les navires de guerre et tout le reste, c'était la Russie. C'est principalement militaire. Oui, très militaire. Très militaire. C'est pour cela que nous sommes devenus très forts. Donc, quand le président Prabowo, en réalité, le premier partenariat stratégique n'a pas eu lieu sous Prabowo. Même avant, sous le 6e président, SBI, nous l'avions déjà signé car j'ai participé à cette signature. Je m'en souviens donc. Mais cela n'a pas fonctionné. Ça n'est resté que sur le papier. Je suis donc très heureux que Prabowo comprenne l'importance de cette relation et qu'il la rende plus concrète. Par exemple, il se peut que nous allions approfondir nos relations dans le domaine de l'énergie nucléaire. Cela va arriver très bientôt, peut-être un réacteur de taille moyenne, et uniquement à des fins énergétiques. Je dois vous rappeler qu'en Indonésie, et c'est pourquoi je pense parfois que nous avons commis une grosse erreur en signant le TNP, c'est qu'à l'époque de Sukarno, nous avions 2 centrales électriques.
La première a été construite par les États-Unis, mais en cours de route, les États-Unis ont arrêté le programme. Ensuite, nous avons reçu de l'aide de la Russie. Nous avons donc 2 réacteurs stratégiques polyvalents, l'un à Bandung et l'autre à Yogyakarta. Par conséquent, aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème que si nous renforçons ces installations, les gens pourraient penser que nous allons utiliser le réacteur polyvalent à d'autres fins. C'est pourquoi je dois insister auprès de mon peuple sur le fait que nous construisons uniquement une centrale énergétique et non une centrale polyvalente. Parce que si ce n'est pas clair, il nous sera très difficile d'obtenir son renouvellement. Oui, c'est très difficile. Vous savez comment l'Agence internationale de l'énergie atomique contrôle tout ce qui concerne l'uranium. Donc c'est très compliqué. Mais la deuxième chose, c'est que nous devons être autonomes et réfléchir à ce que nous ferons si les choses ne se passent pas bien ou pas comme nous le souhaitons. Par conséquent, je pense que l'Indonésie est très riche en thorium. C'est pourquoi je m'intéresse au développement du thorium. C'est pour cela que j'ai évoqué la possibilité de passer aux réacteurs solaires, à ceci ou à cela. Mais pas seulement à l'uranium, il faut évoluer vers quelque chose de mieux. Oui, les Chinois opèrent d'énormes changements. La Chine et l'Inde, oui. Eh bien, ma dernière question portait sur les pressions exercées sur l'Indonésie, car de nombreux pays aimeraient rester non alignés. En Europe, nous avons perdu tous les pays neutres. L'Inde a subi des pressions de la part des États-Unis pour rejoindre leur camp. Cela s'est retourné contre eux, bien sûr, mais oui, j'ai vécu en Australie pendant 14 ans. Chaque Premier ministre disait la même chose. Nous n'avons pas à choisir entre la Chine et l'Amérique. Mais au final, ils ont signé l'AUKUS. Oui, ils ont choisi. Donc je suppose que, en Ukraine, ils avaient aussi cette ambition. Ils ont essayé de se positionner entre l'Occident et la Russie. Non, non, non. Les Ukrainiens, non, mais le régime a changé en 2014. Mais Yanukovych, lui, ne voulait pas tourner le dos à l'Occident. Mais l'OTAN, mais on leur a dit que ce n'était pas possible. On leur a dit qu'il fallait faire un choix de civilisation. Soit vous appartenez aux démocraties libérales et civilisées, soit aux méchants Russes. Et vous savez, ils ont fait leur propre choix, et il y a eu un changement de régime. Mais ce que je veux dire, c'est, voyez-vous les pressions qui s'exercent sur l'Indonésie? Parce que c'est un pays assez important en Asie du Sud-Est. Bien sûr, il y a de la pression, bien sûr. C'est pourquoi, vous savez, j'ai toujours pensé qu'un pays ne peut être fort que de 2 manières. Soit en renforçant l'économie, ce qui influencera l'armée, soit en renforçant l'armée, ce qui influencera l'économie. Et je pense que c'est aussi le concept de Sukarno. C'est pourquoi il a fait de l'Indonésie la plus grande puissance militaire de la région, ou du moins de cet hémisphère. C'est quelque chose, vous savez. Donc aujourd'hui, je pense que le défi pour l'Indonésie est de prendre les bonnes décisions, tout en restant prudente concernant la non-alignement. Si vous regardez l'étendue de l'Indonésie, d'Aceh à la Papouasie, cela représente environ 11 heures de vol. C'est comme d'ici à la vallée d'Aoste. Ce que je veux dire, c'est que parce que l'Indonésie est si vaste et que nous sommes au centre de l'Indo-Pacifique, nous nous avons divisé nos défenses en 4 divisions. Ainsi, les divisions occidentales et méridionales devraient être avec des pays comme l'Indonésie, la Russie, la Chine et d'autres, en raison du contrôle du détroit de Malacca Sud. Mais pour les autres parties, la partie orientale et la partie nord, bien sûr, nous devons nous aligner avec les États-Unis, avec l'Occident, etc. Pourquoi? Parce que nous avons connu tous ces problèmes pendant l'ère Suharto. Nos avions de chasse ne pouvaient pas voler. Tout notre équipement militaire provenant de l'Occident était bloqué et ne pouvait être déplacé nulle part. Je me souviens qu'un des avions de chasse était stationné pour la maintenance, la réparation et la révision au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas.
Ensuite, il n'a pas pu revenir dans mon pays parce qu'ils ont dit « Non, vous ne pouvez plus avoir celui-ci ». Then can I fly back to my country because they said no, you cannot have this one anymore. So this kind of thing is of course hurt us as a nation. Donc ce genre de choses, bien sûr, nous nuit en tant que nation. Par conséquent, pour l'avenir, j'espère que le mouvement des non-alignés sera à nouveau mené par l'Indonésie et le Brésil, et peut-être l'Inde et d'autres pays. Mais le renforcement de l'armée est la chose la plus importante. Cependant, cela doit être très stratégique, car nous devons prendre en compte, vous savez, peut-être le J-10 ou même le porte-avions chinois. Et puis d'un autre côté, nous sommes avec les États-Unis, car la plupart de nos avions de chasse viennent maintenant d'Amérique, comme les F-16, et ainsi de suite. Je suis désolée si je vous parle un peu plus en détail de l'équipement militaire, mais mon parcours est en fait celui d'un professeur au Collège de commandement de la Marine, au Collège de commandement de l'armée de l'air et au Collège de commandement de l'armée de terre. Donc mon parcours est assez différent. Tant que je parle de sécurité, j'ai tendance à me concentrer davantage sur les questions militaires. Non, eh bien, l'Indonésie cherche à renforcer sa puissance militaire. Et puisque c'est votre domaine, c'est tout à fait approprié. It's appropriate.